Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Pour être heureux, je suis comme Zap Crypto, je mets plus d'euros dans la machine. Hey hey, et ouais, c'est le 200e Zap. J'arrive pas à y croire, ça fait 8 mois maintenant. Environ depuis le 17 janvier, à raison de 6 zaps par semaine. Et c'est vraiment une aventure palpitante. Et vous êtes aujourd'hui 2720 à suivre Zap Crypto. Merci à tous pour cette force, merci à tous pour vos abonnements, pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Je vous rappelle que je suis comme vous, pas experte ni novice, et tout comme vous, j'essaye de me frayer un chemin au milieu de tout cet écosystème. Il y a évidemment la curiosité, peut-être également un petit engagement politique vis-à-vis de cette nouvelle technologie, et tout comme vous, j'espère qu'un jour je pourrai être fière des rendements de mes investissements. Alors je profite de ce sujet également pour vous rappeler que j'essaye de partager tous les intervenants crypto francophones. Ce n'est pas parce qu'ils passent dans le Zap que ces dires sont vrais ou bons ou mauvais ou que c'est mon avis ou non. Je vous partage uniquement ce qui m'a semblé moi le plus pertinent à un moment donné dans la vidéo. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est les propos divergents et de mettre à la suite des fois des extraits qui peuvent se contredire. C'est pour éviter d'être dans le tout blanc ou dans le tout noir, d'être complètement bullish ou complètement bearish. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on suit une personne assidûment tous les jours, qu'on le veuille ou non, qu'on soit influençable ou qu'on pense ne pas l'être, on peut finir par le temps par accorder plus de confiance aux dires de ces personnes. Je peux lire également des commentaires qui peuvent être très durs parfois contre ces créateurs de contenu. La réalité, c'est que personne n'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais là n'est pas la question. L'important, c'est que quoi que vous lisiez, quoi que vous regardiez, vous ne devez jamais suivre aveuglément. Et on peut très facilement tomber dans la critique. Mais n'oublions pas tout de même que même si certains ont des contenus plus ou moins qualitatifs, que c'est entre autres beaucoup grâce à ces gens qui ont décidé de s'exposer que cette technologie continue à toucher du public. Ce n'est pas évidemment le seul moteur, mais ça en fait partie. Alors voilà, pour ceux qui découvrent cette chaîne depuis peu, n'oubliez pas que ces vidéos sont juste une compilation des informations importantes de la journée ou de la semaine, et aucun des avis partagés ou des projets mis en avant sont le reflet du bon chemin. Bon, et du coup aussi, je voulais vous mettre un petit peu à jour sur la monétisation, parce que vous savez maintenant depuis début août que nous pouvons enfin monétiser la chaîne, depuis le 5 exactement. Donc on n'a pas fait un mois complet, mais du coup on a fait 109 depuis on a arrêté le 31. Voilà, on commence bien le mois. Les vidéos font environ entre 2 en général, et on a fait des pics, le record hier jusqu'à 8. On va dire qu'en général c'est 5, la moyenne c'est environ 5. C'est vraiment important pour moi de vous montrer ça parce que oui, j'ai travaillé sur le format Zap Crypto, j'ai pensé à l'idée, à l'utilité que ça pourrait avoir. Donc c'est un challenge en soi tous les jours de le réussir, de faire en sorte qu'il plaise, qu'il soit de mieux en mieux, réfléchir aux éventuelles améliorations. Mais il y a aussi le côté entrepreneuriat qui me plaît beaucoup. Je pense pas aux chiffres en lui-même, c'est juste qu'il est une échelle en fait, qui était au départ complètement fermée parce qu'on ne pouvait pas accéder à la monétisation, puis on a pété ce palier-là, et puis après on était à 0, puis on a vu 1, et puis on a vu 2, puis 4. Enfin, j'ai eu une idée, je l'ai mis en place, et je l'ai pas lâché. C'est vraiment gratifiant, et c'est pour ça que je veux partager ça avec vous, parce que finalement la vie c'est tout le temps un challenge. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on entreprenne, pour soi ou pour les autres. Et c'est un challenge qui est indissociable de vous. Voilà, sans vous, il n'y aurait pas tout ça. Je tenais encore à vous remercier pour toute l'interaction que vous créez souvent dans les commentaires, que ça soit sur YouTube ou sur Twitter. Merci encore pour cette 200e. Oui, je t'entends, mais c'est toi qui montes les vidéos, mais c'est toi. Oui, mais la vérité, si personne n'avait regardé mes vidéos, au bout de 6 mois, si j'avais eu 10 vues par jour, non, on va pas se mentir, j'aurais sûrement arrêté. Parce que je comptais sur le fait que le Zap soit une utilité pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément le temps de toujours regarder une vidéo en entière tous les jours, de tous les intervenants qu'elle suit. Donc si on avait eu 10 vues, non, le Zap n'aurait pas vraiment été une utilité, et voilà, ça aurait été un flop. Et puis au final, c'est votre intérêt, votre soutien au quotidien, que ce soit sur YouTube ou les autres plateformes. Et en plus de ça, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est juste dingue. C'est juste une putain de source de motivation. Alors merci. Vraiment, merci du fond du cœur. En tout cas, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer. Parce qu'on est sûrement tous très différents, avec des parcours très différents. Mais il y a sûrement une chose qui nous rapproche tous, c'est qu'on veut juste tendre à un peu plus de liberté. Alors c'est tout le mal que je nous souhaite. Et je rappelle à tous les nouveaux que vous pouvez participer à un tirage au sort qui a lieu tous les dimanches en live sur Twitch pour pouvoir gagner des NFT de la chaîne Zap Crypto.
pour participer, rien de plus simple. Vous avez juste à laisser un petit commentaire sous les apps crypto et vous pouvez bien évidemment commenter tous les apps crypto de la semaine pour augmenter vos chances d'être tiré au sort. Allez, on passe au Fear and Greed parce que, je sais pas, un peu trop parlé là aujourd'hui. Alors, notre Fear and Greed dans l'extrême peur ici, dans la peur là. Enfin voilà quoi, disons que les investisseurs ne sont pas à la fête. Le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Alors n'oubliez pas qu'on se retrouve demain en live sur Twitch et que c'est le dernier live où on pourra tirer 2 NFT par vidéo. Et oui, ça y est. Et surtout, n'hésite pas à nous rejoindre pendant le live. Allez, je te laisse à ton zap préféré. Je te souhaite une excellente vidéo, un bon week-end. J'espère à demain. C'était Zap Crypto. Pendant ce temps, au Salvador, le président Nayib Bukele va investir 200 millions de dollars pour le développement des infrastructures de la Bitcoin Beach. Mais tout d'abord, pour vous donner un petit peu de contexte, je vous rappelle que la Bitcoin Beach est un village côtier qui se nomme El Zonte, et en 2015, un expatrié américain a créé une association caritative pour aider à la création d'emplois et au développement économique, et cette association a fini par progressivement intégrer Bitcoin à l'économie locale, en favorisant l'inclusion bancaire de la population qui, en majorité, n'a pas accès à un compte bancaire. Et pour certains, l'adoption du Bitcoin par le Salvador aurait pour origine l'adoption de El Zonte, qui a fait office de laboratoire et a démontré les bénéfices de Bitcoin sur l'économie. Et donc pour donner un coup de pouce au développement du village, le président Nayib Bukele annonce une enveloppe de 200 millions de dollars pour développer les infrastructures du village, en construisant un centre commercial, des parkings ou encore des champs de plantes médicinales. Et je vous rappelle que le président a également le projet de construire une ville entièrement tournée vers la blockchain et Bitcoin qui s'appellera Bitcoin City, mais pour le moment le projet n'est pas encore passé à l'étape de construction, étant donné que les obligations basées sur Bitcoin qui devaient servir de financement au projet n'ont pas encore été lancées en raison des conditions de marché défavorables. Bref, au final, malgré le fait que le projet Bitcoin City soit plus ou moins mis en pause, on voit bien que le président souhaite continuer à développer l'économie en lien avec Bitcoin. On va parler maintenant d'autre chose, on va parler de la réglementation en Union Européenne sur la crypto, le projet MiCA dont on a pas mal parlé ces derniers temps. En fait, on connaît toujours pas le texte de ce projet et l'information c'est que ça devrait être publié dans quelques semaines, on devrait l'avoir en octobre. Et a priori, les NFT ne sont pas inclus et ne sont pas concernés par ce projet. Donc on va dire c'est assez rassurant pour le marché NFT, mais il devrait y avoir d'autres régulations plus tard. Et les stablecoins existantes ne devraient pas trop être impactées non plus. Après, écoutez, on attend la confirmation parce que tant qu'on n'a pas le texte, il peut encore se passer beaucoup de choses. Et on verra dans quelques semaines ce qu'il en est. Mais ça va plus concerner les exchanges centralisés dans un premier temps. La finance décentralisée pas concernée non plus. Et voilà, donc je pense que ça va apporter un cadre, ça va permettre un peu de mieux encadrer les choses et d'harmoniser les choses dans l'Union européenne. Donc écoutez, pourquoi pas, espérons juste que ça ne freine pas trop l'innovation dans l'Union européenne. Quel est ton regard un peu sur cette régulation qui est en train d'être mise en place? Plutôt positif, plutôt inquiétant? Comment tu vois les choses? Je pense qu'on est toujours les premiers en Europe généralement pour réguler. On constate que les Américains, eux, attendent la régulation européenne pour parfois prendre le contre-pied de la régulation qu'on a portée. Donc je pense qu'on n'a pas toujours la bonne méthode. Force est de constater que je trouve que dans la façon dont les textes ont été amenés, ont été pilotés d'un point de vue politique et parfois un peu d'un point de vue démocratique, je pense que ça manquait de débat très clairement. Je pense que les horizons du texte n'étaient pas toujours les bons, que on a un texte qui, sur certains aspects déjà, crée plus d'incertitudes qu'il n'en libère. Donc autant sur le texte français, je pense que c'était une première base, c'était bien, et le texte européen a commencé à s'en inspirer. Autant dans la réalisation du texte européen tel qu'aujourd'hui est MiCA, je suis assez inquiet sur l'applicabilité même de ce type de dispositif. Je pense qu'il y a des régulations qui sont nécessaires. Je pense qu'on a besoin d'un écosystème qui soit régulé. Le crash de Terra Luna, mais aussi les comportements de certains acteurs du secteur crypto centralisés en l'occurrence, l'ont démontré. Je pense que quand on défend en fait une nouvelle finance qui soit plus juste, plus transparente, on ne peut pas se satisfaire en fait d'un comportement à la Tether ou même de certains prestataires dépositaires qui ne donnaient aucune suite aux demandes des clients. Donc, je pense qu'il y a besoin de régulation, ça c'est clair, mais pas la régulation qui a été portée dans MiCA. Je pense qu'il y a
il y a une grande zone d'incertitude dans l'application de MiCA qui va conduire à ce que des acteurs à l'international ou des acteurs européens décident d'aller ailleurs. Et je pense que ça, c'est très mauvais parce que, comme tout secteur, c'est un secteur instable mais qui a besoin de stabilité. On ne sait pas de quoi sera fait le futur demain de cette techno, quels seront les usages. Mais j'ai toujours considéré que c'était plutôt les usages a posteriori qu'il fallait réguler, qui n'existent pas encore à l'heure actuelle. Je veux dire, on voit ce que ça va permettre. Je veux dire, quand on voit des protocoles comme AAVE, etc., on voit bien ce qu'est le futur de la finance de demain. Mais très clairement, les cas d'usage ne sont pas encore suffisamment définis pour les réguler. Donc, je pense qu'on va rentrer dans une zone de turbulence qui va être assez dure pour certains acteurs crypto, notamment ceux qui sont dans le giron du régulateur et dont la régulation va être extrêmement forte. Je pense aux émetteurs de stablecoins, je pense aux plateformes aussi d'échange. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, lors d'une interview, Vitalik Buterin a déclaré que son influence sur le développement d'Ethereum est désormais minime, car en 2015, il estime qu'il faisait 80% de la recherche, mais au fil des années, la recherche a été déléguée à d'autres personnes, et il déclare même qu'il commence progressivement à être dépassé par certaines évolutions. Et on voit aussi qu'on a le régulateur qui continue son morcelage, il continue à avancer pièce par pièce, vous savez, ils avancent un peu dans toutes les directions. Alors en ce moment, ils en profitent, évidemment, profitent du bear market, que tous les médias qu'ils contrôlent d'ailleurs accusent les cryptos de tous les maux, alors que la finance traditionnelle est en train de s'effondrer. Mais donc Binance est dans le collimateur maintenant, surtout son CEO en fait, pour ne pas avoir respecté par exemple tout ce qui est les obligations de anti-money laundering. En gros, c'est les obligations pour contrôler le blanchiment d'argent. Et donc, il demande, en fait, ils sont en train de chercher ce qui pourrait ne pas aller ou ce que Binance n'aurait pas respecté, et en vue évidemment de les utiliser contre eux. La notion de capitulation, ici, est très importante. À quel moment on peut considérer que la capitulation est terminée? C'est à partir du moment où il reste que des personnes convaincues et holders jusqu'à la fin sur le marché. C'est cette notion de capitulation qui est là. La capitulation, elle se fait sur les personnes qui ont acheté ici et qui ont vendu. Ce ne sont pas sur les personnes qui étaient là avant ou les personnes qui ont commencé à acheter ici. Clairement, non. On est sur deux choses séparées, et même les personnes qui commencent à investir maintenant, même si elles capitulent parce qu'il y a une baisse qui va descendre peut-être de 10%, 15%, bref, peu importe, le volume sera très très faible, parce que, encore une fois, ces personnes qui rentrent, il y en a très peu. Il y en a très très peu. Et c'est pour ça que j'aime pas quand on fait ces raccourcis monumentaux j'ai fait un sondage, la totalité pense que ça va remonter et qu'ils ne revendront pas si ça descend et continueront à acheter. Ça veut dire que la capitulation n'est pas terminée. C'est faux, c'est clairement faux, c'est juste que les personnes qui sont encore présentes et qui s'intéressent sont des personnes qui ne capituleront pas, ou en tout cas qui ont un niveau de capitulation qui est suffisamment bas pour que ça n'impacte pas. Il aurait fallu faire ce même sondage derrière avec ceux qui ont déjà capitulé. Globalement, ceux qui ont capitulé n'ont pas vu le sondage, parce qu'on a arrêté de regarder. Et c'est très important, c'est que globalement, c'est comme si on se faisait une schématique en se disant, voilà, ça c'est la totalité des personnes, je vais prendre ceux qui sont encore là, et je vais leur demander, qu'est-ce que vous en pensez si jamais ça descend? Et je vais considérer que c'est l'avis de la totalité des personnes. Ce qui est totalement faux. Si jamais on arrive sur des personnes qui considèrent qu'ils vont capituler à passer un certain niveau et que la totalité ou que la majorité considère que ça va capituler, c'est qu'on est dans une phase haussière. C'est qu'on est dans une zone là. C'est-à-dire que globalement, quelqu'un qui a mangé déjà moins 40% ici et qui est toujours là, il n'est pas à 10-15% près. Clairement, il est même dans une phase d'achat. C'est le principe de cette notion d'expansion. Concernant les portefeuilles de Bitcoin, globalement, ce qu'on peut voir selon les différents rapports qui ont été publiés récemment, c'est que les acheteurs de Bitcoin hold massivement. C'est-à-dire qu'on aurait quelques 62% des portefeuilles qui ont acheté du Bitcoin depuis 1 an ou plus, qui n'ont pas vendu et qui gardent du coup leur Bitcoin. À l'inverse, on a également 32% qui les ont vendus en fait, parmi celles qui les ont gardées durant 1 mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça montre que les gens hold le Bitcoin, donc ils continuent d'avoir foi en Bitcoin. Donc depuis le marché baissier, bien sûr, il y a énormément de foot comme d'habitude, et comme à chaque fin de cycle, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas réalisé de profit, ou pire, qui sont arrivées donc au pic du bull run,
ou du plus haut historique autour des 69 000 $, ils se sont fait clairement rect. Donc, ils ont perdu de l'argent. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui respectent aucun money management, qui font pas de recherche et qui viennent un peu au hasard. Et du coup, qui font même all-in souvent, hein. Quand tu fais all-in et qu'ensuite tu te fais rect, il faut savoir qu'il y a des cryptos, là, on est sur des baisses de 80-90% depuis l'hiver dernier. Donc, sans stratégie solide, ça fait mal. Maintenant, Bitcoin reste à l'heure actuelle une valeur sûre, si vous y croyez, bien entendu. En tout cas, c'est mon cas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'il y a quand même plus de 60% des personnes qui hold leur Bitcoin et qui paniquent celle pas pour l'instant. Allez, le multimillionnaire, voilà, c'est quoi là? J'ai appuyé sur un truc autorisé sans regarder ce que c'est. Multimillionnaire David Rubenstein révèle son investissement dans la crypto. Voilà, un monsieur qu'on connaît, bon, un gros investissement dans la crypto, c'est bien. Allez, je continue d'avancer, on lui fait pas de pub, mais pour savoir qu'il y a encore beaucoup de gens qui investissent dans la crypto, hein. Attention, malgré tout ce qu'on dit, malgré la peur de beaucoup de gens, malgré que tout le monde dit ouais, ça va s'effondrer, ça va aller à 2000, à 3000, à 4000. Moi, je l'attends à $1. À $1, j'adorerais le racheter. Mais voilà, il est pas mort. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes là. C'est les marchés traditionnels qui souffrent énormément. C'est le monde entier qui souffre énormément. Et nous sommes petits actifs risqués dans cette grosse univers et on souffre. Normal. Quand c'est l'hiver, tout le monde porte un manteau, hein. Quand c'est l'hiver, tout le monde porte un manteau. Mis à part si vous êtes sur un autre écosystème que les premiers qui sont dans l'hiver. Mais nous, on est encore centré dans l'autre. Le jour où on sera reconnu peut-être comme un actif, de placement, d'assurance sur la finance, on va dire. Peut-être ce sera autrement, comme l'or, ou mieux que l'or, qui sait. Mais bon, tout ça, c'est pas encore, c'est du blabla, ce sera peut-être pour plus tard. On verra ça. En tout cas, on y croit. La Russie a confirmé, en fait, ou plutôt a donné l'information que le pipeline Nord Stream allait rester fermé jusqu'à une date indéterminée. Ils ont cité des problèmes mécaniques. Mais ce pipeline, pour ceux qui ne savent pas, ça représente quasiment 50% de l'importation européenne venant de Russie de gaz. Et là, il est fermé depuis un certain temps. Ça a commencé par être réduit et finalement, c'est complètement fermé. Et ils disent que c'est des problèmes mécaniques. On va dire en Europe, les gens disent c'est pas du tout des problèmes mécaniques, c'est un moyen de pression de la Russie sur l'Union européenne vis-à-vis des sanctions qui ont été imposées à la Russie. Donc la Russie, on va dire, joue ses cartes pour bloquer tout ça. Et les gens craignent en fait un impact majeur de ce blocage de ce pipeline parce que ça pourrait avoir vraiment énormément d'impact au niveau de l'électricité. On a vu toutes les discussions actuellement autour du possible rationnement d'électricité ou chauffage ou gaz. Ça va impacter plein de secteurs différents, l'industrie, potentiellement les particuliers. Cet hiver, il risque d'y avoir des problèmes. Et la Russie joue de ça. Et l'impact que ça pourrait avoir, ça pourrait encore des problèmes sur l'approvisionnement logistique et sur l'économie dans sa globalité. Ça risque de plonger l'Europe, on va dire, dans une récession. Et les marchés n'aiment pas du tout ça. Ils n'aiment pas l'incertitude. Ils n'aiment pas tout ce problème et l'impact aussi. C'est pas localisé à l'Europe. On a pu le voir que dès qu'il y a un problème comme ça, vu la mondialisation, etc., ça risque d'avoir un impact sur l'ensemble du globe. Donc voilà, les marchés sont très inquiets vis-à-vis de ça. Alors les restrictions pour les entreprises, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi qu'elles vont évidemment moins consommer. Alors peut-être qu'on va leur délester d'électricité 2 heures par jour. Bon, c'est 2 heures pendant lesquelles elles ne produiront pas. Imaginons que ça soit un délestage de 2 heures par tranche de 6 heures, ça veut dire que la production va baisser probablement de 20%. Une production qui baisse, c'est quoi? Ce sont des salariés mis au chômage technique, qui ne vont donc plus toucher que 70 ou 75% de leur salaire. Quand déjà avec 100% de leur salaire, ils n'arrivent pas à payer à la fois leur loyer et l'électricité à la fin du mois, je peux vous dire que cet engagement de restriction, ça commence à avoir des relents de gilets jaunes au cube, parce que le carré me paraît même un petit peu trop faible. Pour les entreprises, des engagements de restriction, ça veut dire donc moins de production, moins de chiffre d'affaires. Avec l'explosion des prix de l'énergie, c'est évidemment des coûts multipliés, une rentabilité en baisse, et a priori, il va falloir peut-être à un moment le prendre en compte aussi en tant qu'investisseur.
pour ceux qui pratiquent l'économie, vous avez forcément, ou qui en tout cas ont appris un petit peu d'économie, vous avez forcément entendu parler de Keynes. Donc il arrive avec ses prix Nobel, ses titres de l'ordre, etc. Et finalement tout le monde, enfin il est présenté comme vraiment très pédant et et quelle est sa vision des choses au système de Bretton Woods? Il dit il faut une monnaie mondiale qui n'est celle d'aucun pays. C'est-à-dire que il faut que le Fonds monétaire international, qui est créé pour cette occasion, fasse une monnaie, qu'on ait une monnaie qui serve tout simplement de monnaie d'échange entre les pays et de réserve de change mondiale, mais qu'elle ne soit pas la monnaie d'un pays. Et en face, on a White qui est pour le coup lui présenté comme un grand travailleur, etc. et pas du tout pédant comme Keynes à l'époque. En tout cas, c'est ce qui en ressort dans les articles de l'époque, et qui lui dit non, ce qu'il faut, c'est tout simplement le dollar avec le système qu'on connaît tout simplement actuellement. Il y a une grosse lutte d'influence qui se fait entre les deux, et globalement le système qui est gagnant, la résolution qui est gagnante. En plus, du coup, Keynes fait pour le coup vraiment une crise cardiaque pendant les conférences, etc. Donc on annonce même sa mort, etc. Et puis finalement, donc c'est le système de White, donc le système américain, qui l'emporte. Globalement, ce qui s'ensuit, pour terminer là-dessus et faire, on va dire, fermer cette parenthèse un petit peu de politique monétaire, ce qui s'ensuit, c'est que, en gros, au cours des années 45-50, on a eu une pénurie de dollars. Donc du coup, c'était suite à Bretton Woods également. Et globalement, l'Europe de l'Ouest et le Japon ont d'importants déficits, eux, pour le coup, à l'égard des États-Unis, des transactions courantes. Donc ça crée une pénurie de dollars. Et là, on a un dollar gap pendant une dizaine d'années. Et dans les années 60, c'est l'inverse, c'est-à-dire que finalement les économies européennes se relèvent un petit peu, etc. Et donc on a à l'inverse un dollar glut, ce qui donne en fait que comme le Japon c'est extrêmement développé, l'Allemagne se relève, etc. aussi. À un moment donné, à la fin des années justement 60, donc comme on le dit, ces pays-là disent nous on veut récupérer notre or, et finalement en fait cet or les réserves en fait les dollars ont tellement abondé sur le monde pendant ce dollar glut, etc. et pendant tous ces moments où il fallait continuer à financer finalement une économie qui était plutôt florissante, les dollars ont tellement abondé que finalement les États-Unis se retrouvent avec quelque chose comme, alors que ils avaient 70% de l'or mondial, on va dire en 1944, eh bien ils en ont plus qu'une trentaine de pourcents en valeur, on va dire, au moment tout simplement de 1971. C'est pour ça que Nixon voit le problème arriver et qui dit tout simplement on sort de ce système de change temporairement, c'était une mesure qui était censée être temporaire, et il annonce la non-convertibilité du dollar en or. Donc la grosse conclusion de ce qui vient d'être dit, c'est que la cassure vraiment de cette grosse ligne-là qui date, on va dire, du début d'année, qui guide un petit peu la dernière tendance, la cassure de cette ligne nous donnera vraiment un premier signal de retracement assez notable qui nous dira que possiblement on est en train de faire un top de marché sur le dollar index, un top de marché qui nous amènera tout doucement sur une grosse période de latéralisation, et c'est vraiment cette cassure de ligne, ce gros signal notable sur le daily qui nous engagera vers cette voie et qui nous dira que probablement on est en train de poser un gros et le vrai bottom sur Bitcoin. Le mensuel avec du coup le TD9 qui est ici. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on vienne close au-dessus de ce niveau-là pour que je sois vraiment bullish, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On le verra en hebdo, mais en fait idéalement il faut qu'on fasse un double bottom, qu'on fasse une structure comme ça. Si on fait ça, je dis ok, mais à tout moment le TD9 on le défonce. Le TD9 est souvent un bottom ou un top, mais quand c'est pas le cas, il se fait souvent vraiment foudroyer. Donc je serais pas vraiment étonné de voir un truc comme ça et nous voir aller à 10K, pas à 10K pardon, à 12K, revenir rechercher ces niveaux-là, 11K, 12K, 14K, cette zone-là quoi. Ça me paraît pas aberrant, comme je vous l'avais dit. Cette zone, c'est le niveau de retracement qu'on avait fait les dernières fois, donc entre 80 et 85%. Donc voilà pour BTC. C'est pas fait. Personnellement, j'ai pas forcément d'avis en mode on va forcément poser un bottom ici ou on va forcément aller plus bas. Très franchement, j'en sais rien, je le dis. Je regarde ce que font les charts. C'est vrai que les alts m'intéressent plus que BTC, mais vu la gueule de BTC, à tout moment il invalide tout et les alts se font poutrer. Donc Bitcoin toujours à suivre.
Ici, Moustache, j'ai mis une analyse un peu bullish en mode to the moon. Donc lui, c'est une analyse ou deux par jour en mode to the moon comme d'autres, tu vois. Et il dit, voilà, un autre indicateur, à chaque fois qu'il a croisé, il a trouvé le bottom. Donc maintenant, il croise, il va trouver le bottom. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais attention, là, voilà, je donne pas de conseils, mais attention les indicateurs qui te disent to the moon, hein, tu connais la chanson, ça fait 50 000 indicateurs que maintenant que je te montre depuis que j'ai créé la chaîne, les 50 000 ils disaient to the moon depuis déjà les 40 000 $, 30 000 $, donc on fait attention, on ne investit pas sa thune sur un indicateur qui dit, ah oui, il dit to the moon, bah voilà. Il le dit l'indicateur, donc c'est bon. Non, on fait pas ça, on oublie. Les indicateurs, c'est juste pour nous montrer quelle pourrait être un petit peu la tendance, mais même les indicateurs, c'est faussé. Moi, j'ai envie de te dire, ça a été, tous les indicateurs sont créés mathématiquement. C'est des algorithmes par des gens, simplement. Des algorithmes, c'est du mathématique, du développement, c'est du dev, quoi. C'est du code. Et donc, dans le code, ils ont fait quoi? Bah, ils ont codé un peu ce qu'il faut pour que ça fitte les deux anciens bear market. Tu vois, donc, faites attention. Vraiment, les amis. Moi, je faisais ça quand j'étais petit, que je suivais les indicateurs de mes influenceurs préférés qui disaient « Waouh, on va to the moon » et moi j'étais « Ah oui, c'est bon » et non, faut plus faire ça. Bon, là, il ne faut pas suivre des indicateurs tout faits. Voilà ce que je voulais dire, si jamais je me suis mal exprimé. Des indicateurs tout faits comme ça, depuis les 50 000 $, il y en a beaucoup qui nous ont dit que c'était le bottom, tu vois. Donc, on fait très attention. Ensuite, on va faire les marchés en levier. On les a pas fait hier, donc on va reprendre un petit peu le fil ici. La dernière vidéo qu'on a faite, c'était à peu près à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a eu depuis? On a eu un petit peu de long là, donc on va potentiellement pouvoir décaler ce niveau ici. Ensuite, chute de l'open interest. Bah là, en fait, on liquide du short, donc c'est normal que le funding remonte. Ça veut pas forcément dire qu'il y a des nouveaux shorters dans l'histoire. Ce niveau-là a été pris. Ici, on a une augmentation de l'open interest, mais avec un funding qui reste plutôt plat. Donc globalement, on aurait eu un niveau de long à mettre ici et on aurait eu un niveau de short à mettre ici, ce qu'on va faire puisque lui n'a pas été pris. Et ensuite ici on déleverage du long, donc c'est normal aussi que le funding diminue. Et puis derrière on a ici augmentation du funding, donc on avait du longueur qui était rentré à ce point-là, mais vous voyez qu'on vient de les prendre avec cette mèche ici. Et puis derrière on a beaucoup plus de shorters qui rentrent ici sur Bitcoin. Vous le voyez puisqu'on a une augmentation de l'open interest et en même temps une diminution du funding. Donc globalement on aura un niveau de short également à prendre, je dirais à peu près par là. Voilà, le CVD au spot est latéral, ça c'est la demande au spot réel, donc c'est plutôt latéralisant. Donc est-ce qu'on pourrait avoir ici un retournement ou on est sur un plateau en tout cas? Est-ce qu'on pourrait continuer avec un CVD au spot qui est plutôt favorable à Bitcoin? C'est ce qu'on verra potentiellement dans les jours prochains. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est par rapport au coût de l'électricité à 24 000 $, ça va être galère cet hiver pour un peu tout le monde. Ce qui m'a intéressé par rapport à l'augmentation du prix de l'électricité, c'est que je me suis rendu compte que le hash rate, il explose ces derniers jours, il est en train de remonter au plus haut, ça veut dire que les mineurs de Bitcoin sont en train de rebrancher. La majorité des mineurs sont nord-américains, et j'avais lu en termes de statistiques que leur coût de revient d'un Bitcoin avec les coûts de l'électricité actuels, c'était autour de 15-16 000 $. La question que je me pose, vu que le cours est à peu près à 20 000, s'il descend un peu, peut-être que, en gros, les mineurs ne font plus de bénéfices et ils vont arrêter de débrancher. Je suis impatient de voir ce qui va se passer cet hiver au niveau du hash rate. Par rapport au coût, tout simplement, de l'électricité qui explose, ça sera un indicateur à suivre. Parce que, bien évidemment, si on a le coût d'un Bitcoin qui monte à 18 000 $, on a le Bitcoin qui descend sous les 18 000, ça sera vraiment quelque chose d'intéressant à regarder. Je pense qu'actuellement, on est limite dans les niveaux de rentabilité aux USA en particulier sur le minage Bitcoin. Au niveau de l'ETH, donc lui, il est toujours au-dessus de sa moyenne mobile sans délit, donc il est beaucoup plus bullish que le Bitcoin, tout simplement parce qu'il est au-dessus de beaucoup de supports. L'ETH, il a la moyenne mobile sans délit qui contient en tout cas depuis pas mal de temps aux 1500 $. Après, il y a Robert, moyenne mobile 208 qui sera aux 1260. Après, la moyenne mobile 50 monthly. Voilà, sachant que le Bitcoin, n'oublie pas, le Bitcoin, on est à peu près là-dedans, tu vois, on est là, le Bitcoin, on est dans ce niveau-là. Donc l'ETH, il est beaucoup plus haut. Donc si le Bitcoin, il tombe, l'ETH, il a quand même des gros supports pour l'empêcher de tomber aux enfers. Bon. Sachant quand même que si le Bitcoin il perd 5%, le TH va perdre 10%. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines.
Donc, fais attention, là où l'ETH est monté 2 fois plus fort, voire 3 fois plus fort que le Bitcoin, il peut aussi descendre 2 fois plus fort, voire 3 fois plus fort. Bon, donc là, l'ETH, pour l'instant, c'est pas trop mal parce qu'il est au-dessus de pas mal de résistance. On a tout un pataquès de résistance de moyenne mobile. Pour l'instant, il re-rentre dans le nuage Shimoku, on le voit ici. Le nuage Shimoku, ça te dit simplement qu'on est en tendance neutre. Quand on est au-dessus, on te dit qu'on est plutôt en tendance haussière. En dessous, on est plutôt en tendance baissière. Donc au-dessus, ça sent bon, en dessous, ça pue. Et quand tu es dedans, tu sais pas. Tu sais pas parce que tu attends ou de casser vers le bas ou de repéter vers le haut. Donc là, le TH, pour l'instant, il rentre dans le nuage. On verra bien. Si le TH perd les 1500 $ là, la SSB du Hashimoku, c'est comme ça qu'on l'appelle, ben là, on passera sous le nuage. Et là, il y a des chances de faire coucou à Robert aux 1260 $, la même 1200 weekly de l'ETH. Au niveau maintenant du RSI, donc là on est allé quasi sur les 50 de RSI, qui est un peu la frontière entre la tendance haussière là et la tendance baissière, si tu veux, pour faire court. Donc là pour l'instant on est toujours en dessous des 50 de RSI. Donc si le Bitcoin décide de tomber, de casser son canal vers le bas, le TH il risque de casser, peut-être tout le monde va aller en zone de survente. Après une zone de survente, c'est des très très bonnes zones pour recharger, très très bonnes zones ça. Donc si jamais on y va, bon, on le verra bien. Vitalik Buterin, suite à la photo de lui qui a fait forte impression sur les réseaux, décide de se tourner vers la production de films pour adultes. Non, bien entendu, c'est tout à fait faux. Par contre, il sort un bouquin sous forme de NFT appelé Proof of Stake, qui revient sur toutes ses réalisations des 10 dernières années. A noter que l'argent récolté par la vente de ce livre ira au soutien de biens publics à travers Gitcoin Grants et Seven Stories Press. Préparez vos lunettes anti-lumière bleue. Ensuite, grosse news, la FIFA qui lance une nouvelle plateforme NFT, toujours en partenariat avec Algorand, puisque la FIFA est partenaire de cette blockchain depuis déjà un bon moment. Et donc du coup, la FIFA, l'instance dirigeante mondiale du football, lance une nouvelle plateforme d'objets de collection NFT avec la très attendue Coupe du Monde qui approche à grands pas. Et en fait, donc ce sera des moments en fait clés de l'histoire du sport en fait. Ça peut être un but marqué, ça peut être une célébration, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est vraiment des moments de vie en fait sous forme de NFT. Donc très belle chose. Hop hop hop! Tu connais le zap communautaire? Passe de l'autre côté du zap et deviens toi aussi un zappeur et une zappeuse à part entière dans le zap crypto. Pour ça, rien de plus simple. Sous chaque zap crypto, en commentaire, copie le lien de la vidéo et les timecodes de l'extrait que tu as choisi. Et n'oublie pas de laisser un titre à ton passage. Attention, pas plus de 2 minutes 30. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.